Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bien. Bon, ok. Moi je suis prêt, je suis chaud. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme pour une bonne moitié de l'humanité, vous mentirait s'il vous disait qu'il pense que la taille ne compte pas du tout. Voilà, cette blague lamentable pour annoncer le fait que nous allons causer là tout de suite de Downsizing, nouveau film d'Alexander Payne qui nous propose de découvrir ce que donne Matt Damon réduit à une portion de lui-même, 12 cm pour être précis. On va voir ça avec une équipe taille réduite mais grande par le talent, un duo réuni ici autour de la table de l'antenne Paris formé par Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est Nos Ciné épisode 116 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Downsizing, donc ça se passe dans un futur proche où on est confronté à une interrogation bien contemporaine. Comment gérer l'inexorable surpopulation qui menace notre planète? Eh bien, des scientifiques pensent avoir trouvé la solution, réduire les gens, non pas le nombre de gens, mais bien les gens eux-mêmes, c'est-à-dire les faire passer de leur taille adulte à une version mouchoir de poche d'une dizaine de centimètres. Séduit par l'idée, un couple qui galère un peu dans la vie, Paul et Audrey, Matt Damon et Kristen Wiig, décident de tenter l'aventure. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Wow, that is wild, isn't it? It's just wild. Le film est signé, je l'ai dit en ouverture, par Alexander Payne, à qui on doit entre autres les remarquer Sideways et The Descendants. Et outre le duo Damon-Wiig, on trouve au casting Christophe Waltz, Hong Chau ou Jason Sudeikis. Alors ce Downsizing, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers amis? Anaïs? J'ai été assez déçue. Déjà, faut savoir que la bande-annonce annonce justement Kristen Wiig comme faisant partie du casting principal. De manière principale, voilà. Voilà, et rapidement, c'est plus le cas. Et voilà, malheureusement, au bout de quelques scènes, elle est plus là, et c'est vraiment dommage parce que sa dernière scène, elle a qu'un seul sourcil, et c'est vraiment un des meilleurs moments du film. Donc en fait, on va dire que les premières 45 minutes ressemble beaucoup à ce que la bande-annonce prédisait. Donc, il y a le rétrécissement, etc. Et puis après, ça change un peu de film. Le film prend un tournant assez inattendu. Donc, Kristen Wiig n'est plus là. Et puis, Matt Damon rencontre une immigrée qui a eu des petits soucis quand elle a été rétrécie. Et en fait, on change complètement d'univers et on abandonne un peu l'univers de base, la ville qui avait été construite pour toutes ces petites personnes. Et les personnages partent très loin et on comprend plus trop où le film veut aller. Ça part un peu dans tous les sens. Donc j'ai été assez déçue parce que je m'attendais pas à ça. J'aurais peut-être pas dû regarder la bande-annonce, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs films en un. Donc ça dépend quel film on préfère, quoi. Mais moi je préférais le premier, les 45 premières minutes, et après c'est plus du tout ça. C'est pas vraiment assez drôle pour que ce soit une comédie à 100%. C'est pas du tout assez mordant pour que ce soit une satire, même si c'est un peu décrit comme une satire. Et il n'y a pas assez de moments dramatiques pour que ce soit un drame. Donc tout est un peu fait à 50%. Donc ouais, je suis un peu ressortie en me disant bon, ok. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être à 10% comme Matt Damon dans le film. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. C'est excellent. Ouais. Merci de rire à ma blague, David. Effectivement, je fais le même constat. C'est le problème. C'est que ça part d'une idée de départ qui est pleine de promesses, qui pourrait presque être un pitch un peu high concept à la Pixar, où on se dit, il y a énormément d'idées, énormément de choses à dérouler, de questions à se poser sur qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans une société où des gens décident, pour augmenter leur niveau de vie, de se rétrécir. Oui, parce que c'est ça en fait, il y a le côté surpopulation que j'ai dit un petit peu en intro, mais il y a aussi le côté, on va dire, financier qui est assez intéressant pour les gens qui font ça. Voilà, en fait, on se dit que si la population était plus petite, elle consommerait moins, donc ça serait mieux pour la planète, mais aussi l'intérêt individuel, c'est de se rétrécir pour finalement, avec un investissement de départ assez faible, disons de classe moyenne, être très vite surclassé et avoir une bien plus belle baraque, etc. Voilà. Donc c'est une idée que je trouve super, hyper intéressante, pleine de potentiel. À partir de ce point de départ, il y a même une autre idée
que je trouve génial. Alors je vais essayer de pas trop spoiler le film parce que pour le coup, enfin, déjà qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Si en plus on enlève un peu les petites surprises, c'est dommage. Mais en tout cas, le moment dont parlait Anaïs avec Kristen Wiig, qui n'a plus qu'un sourcil, cette idée est un tournant dans le film. Et à ce moment-là, pour moi, c'est là qu'on perd le film et que ça devient malheureusement un film d'Alexander Payne, alors que ça aurait pu être quelque chose de soit très drôle dans la comédie, soit très intéressant dans le côté plus science-fiction, fantastique. Et en fait, ce tournant, qui est une idée à partir de la situation de départ, une idée très intéressante de rebondissement dans le scénario, qui n'est pas du tout exploitée, et qui en fait sert juste à lancer une sorte de sideways chez les Lilliputiens, quoi. C'est-à-dire qu'ils partent dans une sorte de voyage au long cours. Bon, il y a un certain nombre de rebondissements, de trucs un petit peu bidons avec le personnage de Christophe Waltz qui arrive dans l'histoire de manière pas vraiment très intéressante, et voilà, le film vraiment se perd dans les marécages de la misanthropie d'Alexander Payne, qui est son grand sujet qu'il a traité à travers des films qui, je trouve, se ressemblent un peu tous, c'est-à-dire des gens en semi-dépression qui vont faire un périple soit réel, soit figuré ou fantasmé, et voilà. Et en fait, de ce point de départ qui est une idée fantastique, je comprends pas l'intérêt en fait de faire ça pour finalement pour faire ce qui fait toujours, quoi. Et en fait, à la limite, moi ça me fait penser à un cinéaste qui, par ailleurs, je ne le comparerais pas forcément à Alexander Payne, mais Woody Allen, qui est un cinéaste qui a... comme ça, quoi. Non, mais je veux dire qui a une... Orson Welles. un style très marqué, et des thématiques qui reviennent très régulièrement à travers ses films. Voire des tics. Quand il s'attaque à un sujet de cinéma fantastique, par exemple dans La Rose pourpre du Caire, il le fait à fond. Oui. Donc et surtout, il réfléchit le cinéma fantastique. Il sait qu'il y a un certain nombre d'implications, qu'il faut aussi se poser des questions de cohérence d'univers, de quels sont les codes, quelles sont les règles. Et là, on est dans un cas où les règles sont pas suffisamment claires, pas suffisamment bien utilisées, et du coup, on a un truc où le point de départ est juste un prétexte. Ouais, complètement. Enfin, c'est exactement ce que tu dis. Il va pas assez à fond et il explore pas assez l'univers de science-fiction, alors que c'est vraiment ça le meilleur aspect du film. C'est tous les petits détails, en fait, tous les petits side gags un peu marrants, de voir exactement comment ça se passe. Par exemple, il a une vraie rose dans son appart qui fait objet de décoration et qui fait sa taille, en fait, parce que c'est une fleur, mais comme il fait la taille d'une fleur. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont super intéressants. Et il abandonne tout ça à la moitié du film pour en gros dire des banalités sur le fait que la pauvreté c'est dur et le tiers-monde c'est pas facile. Tout ça vu à travers les yeux de Matt Damon, qui est un mec blanc de classe moyenne, qui était déjà pas très pauvre pour commencer le film. Et du coup c'est vu à travers les yeux du personnage le moins intéressant du film. Enfin, n'importe quel autre personnage aurait pu être un meilleur héros que lui. Ça aurait pu être Christophe Waltz, ça aurait pu être Hong Chau, qui n'a pas un rôle facile, mais qui réussit quand même à en faire quelque chose d'assez intéressant et d'assez magnétique. Et en fait, à la place, on a Matt Damon, qui est genre l'équivalent humain de la couleur beige, quoi, qui ne sert à rien. Et non, mais c'est horrible, quoi. Et en fait, on est vraiment. Sans nom. Mais c'est vraiment ça, quoi. On voit tout ça à travers ses yeux et on se dit, ah bah ok, il est vraiment pas intéressant, on n'a pas envie de le suivre ou qu'il aille, quoi. Et malgré tout, je trouve que en tout cas, la manière dont le personnage est introduit au début, en fait, c'est le personnage de Matt Damon est, en tout cas dans les 30 premières minutes du film, je trouve un personnage assez intéressant, parce que c'est un personnage qui
entre guillemets, un peu renoncé à lui-même, ou en tout cas, s'est jamais donné l'occasion de vivre sa vie à fond. Et en fait, il voit dans cette opportunité quelque chose pour lui de génial. Il se dit, voilà, c'est ma chance. Il faut que je compte dans cet univers, dans cette aventure. Et ça reste une thématique qui est traitée pendant tout le film. Et qui quand même a du sens dans la partie, l'essentiel du film, la partie Alexander Payne, mais qui aurait très bien pu, et qui aurait eu plus de valeur et qui aurait été plus pertinente si elle avait mieux utiliser les codes de l'univers. De la SF. Et c'est à tel point que, en fait, vers la fin du film, on peut presque oublier qu'ils sont petits, quoi. En fait, il y a un truc. Oui, surtout que, en fait, avec les décors et tout, moi, ça m'a sorti du film parce que je me demandais, je trouvais qu'il y avait même plus trop de cohérence. J'arrêtais pas de sortir un peu du film pour me dire, mais est-ce que là, ils sont toujours petits? Parce qu'ils sont dans un fjord, donc dans un endroit immense, mais en fait, il paraît à taille normale par rapport à nous, des humains à 100%, quoi. Donc, du coup, on comprend plus trop. Oui, puis ils ont un petit problème d'échelle. Ils ont facilité le truc en disant on a trouvé un super endroit où il n'y a pas trop de moustiques et tout. Sauf que du coup, ils jouent pas sur ça, alors que tu as envie de voir Chérie, j'ai rétréci les gosses et de voir genre une énorme araignée ou je sais pas, un truc qui vient les attaquer. Mimi, la fourmi. Voilà. Il y a peut-être une forme de snobisme, c'est un peu un procès d'intention contre Alexander Payne, mais de dédain vis-à-vis du genre ou même du public, un moment d'avoir quelque chose d'un petit peu marrant, un petit peu efficace. C'est en tout cas le film l'évite soigneusement, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a eu une polémique concernant le personnage de Hong Chau, qui est américaine, l'actrice, mais qui a un accent asiatique horrible pendant tout le film et qui est juste là pour les gags, en fait, qui parle vraiment comme une caricature de personnage asiatique. I am woman, you do that. Et en fait, c'est juste ça pendant tout le film, c'est son personnage, quoi. Et en 2017, c'est quand même ultra limité. Et heureusement, l'actrice est assez incroyable et elle est charismatique et elle a du caractère. Et donc, elle écrase un peu Matt Damon en termes de charisme. Mais malheureusement... On a bien compris que tu y prenais un certain plaisir de ce point de vue-là. Mais malheureusement, elle arrive quand même pas à... il y a vraiment... à la fin, j'arrêtais pas de me demander, mais est-ce qu'on est censé prendre ça au sérieux ou pas? Parce que c'est pas assez satirique, mais c'est pas non plus assez émouvant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un truc important, c'est qu'en plus, il y a pas mal d'acteurs de comédie et qu'il y aurait le potentiel. Peut-être Christophe Waltz, moi j'ai toujours un peu peur quand il se lance trop dans la comédie. Parfois ça dérape, ce qui est un peu le cas ici. Mais oui, c'est quand même lui qui m'a fait le plus rire. On parlait de refuser un aspect, une attaque de grosse araignée ou un truc comme ça. Mais effectivement, il y a aussi le refus de la vraie comédie. Il y a des petits gags, mais ce qui reste la trame de fond, c'est la mélancolie de cet homme. Un peu médiocre qui ne trouve pas sa place dans l'univers et qui dérive sur le long fleuve de l'existence. Qui trouve la rédemption en voyant que les pauvres, c'est vraiment triste pour eux. Vous le vendez vachement bien. Mais après, autant l'un que l'autre. Franchement, les 50 premières minutes sont vraiment bien et tout le processus. Tu rallonges un peu le temps. Tout à l'heure, c'était 45. Je dirais plutôt que c'est 30, mais. Mais j'ai regardé à partir du moment où il aurait fallu faire un court métrage. Mais exactement. Ça aurait été incroyable. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot, David? Tu as commencé à en parler un petit peu d'Alexander Payne, justement, de cette place un peu bizarre qu'il a dans la cinéphilie. Alors, ce monsieur d'origine grecque. C'est un cinéaste qui a eu un de ses premiers films qui bénéficie je dirais pas de notoriété, mais en tout cas d'une bonne cote dans la cinéphilie. C'est L'Arriviste, avec, si je ne me trompe pas, Election, qui est avec Reese Witherspoon et Matthew Broderick, si je ne me trompe pas, et qui est une sorte de teen movie très cynique et sur effectivement un personnage féminin très arriviste qui est prête à tout pour réussir dans la politique. Et alors moi, c'est un film que j'aime pas trop, qui m'avait un
en fait, que j'ai revu il y a pas très longtemps et que je trouve très très surcoté. Enfin, je comprends pas l'enthousiasme autour de ça. Et ensuite, en fait, c'est devenu un peu un habitué des festivals. Et donc il est souvent à Cannes. Il a été membre du jury au Festival de Cannes. Là, il était à Venise et donc il a intégré ce réseau des auteurs américains reconnus. Il a eu l'Oscar du meilleur scénario aussi pour Sideways. Oui. Alors Sideways, partagé le. Pareil, Sideways. Alors Sideways, je dirais en tant que Français, on doit avoir un regard peut-être un peu particulier. C'est un film sur la route des vins en Californie. Et du coup, c'est pas crédible. C'est pas que c'est pas crédible, c'est qu'on doit sûrement être moins sensible au charme de ce truc que pour les Américains, de se dire c'est extraordinaire, il boit du pinot noir ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est un mec qui alors il s'est fait un peu une spécialité de travailler avec des monstres sacrés d'Hollywood assez vieux, Bruce Dern dans Nebraska et Jack Nicholson dans je ne sais plus Monsieur Schmidt ou quelque chose. Oui, c'était dans Monsieur Schmidt. Ouais. Et donc d'en faire des gueules un peu qui marquées par la vie et qui sont d'indécrottables connards quoi, mais qui en même temps disons pareil sont confrontés un peu comme le personnage de Matt Damon à leurs atermoiements. Et il y a aussi son film avec George Clooney, The Descendants, qui avait aussi été, je crois, un peu nommé aux Oscars, qui avait eu très bonne presse à l'époque. Qui pour moi, alors j'oublie tous les noms, mais qui a révélé la jeune actrice Shailene Woodley. Qui pour moi est une actrice assez intéressante et c'est un des aspects notables de ce film, mais qui pareil, c'est en fait en y réfléchissant, on voit un peu la méthode Payne qui d'une certaine manière porte bien son nom. C'est qu'il fait un film à Hawaï qui arrive à montrer le côté le plus déprimant possible d'Hawaï. Alors, le mec est fort. Il est fort. On peut se dire, le mec, il va dire, en fait, c'est un mariage et tout le monde se suicide. Enfin, il y a un truc qui appuie très fort. Presque il prend la version moins intéressante de tout ce qu'il fait. Moins intéressante, je sais pas, mais une sorte de logique qui aurait tendance à considérer que les sentiments négatifs, entre guillemets, ou la tristesse, la mélancolie, etc., seraient supérieurs aux autres. Ce qui est un point de vue que certains peuvent partager, mais que je trouve un petit peu limitant et sauf que, là, dans Downsizing, justement, il y a quand même un optimisme un peu naïf, j'ai trouvé, et c'est à ces moments-là où je me demandais, mais est-ce qu'il est dans la satire ou est-ce qu'il est vraiment sérieux ? Parce qu'il y a une bande-son assez... pas guillerette, mais on va dire assez dramatique, quoi, à la fin, assez imposante. On a l'impression d'être, je sais pas, dans Deep Impact ou un truc ultra larmoyant. Et alors que tu dis pas de mal de Deep Impact. J'adore Deep Impact, mais au moins c'est bien choisi, tu vois. Mais là, mais là, c'est pas du tout le même délire. Et en fait, j'ai l'impression que dans sa filmographie, il y a justement souvent cette espèce de mélange des tons qui est pas toujours très réussi, où c'est à la fois une satire, mais c'est aussi sérieux. C'est à la fois une comédie, mais c'est aussi un drame. Et c'est c'est vraiment ça, quoi. Mais pour moi personnellement, je trouve que c'est très rare qu'ils réussissent à trouver le bon équilibre, quoi. À choisir finalement quel film il a envie de nous montrer. Avant de se quitter, les amis, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous sied. Vous avez le droit de choisir, contrairement à Alexander Payne. On peut rester dans un univers proche de Downsizing d'ailleurs, mais c'est pas obligé, vous le savez bien. David. Je vais rester dans l'univers en recommandant un film que j'ai pas revu depuis un moment, et donc c'est aussi un peu une reco pour moi-même. Ça me donne envie de voir Downsizing m'a donné envie de le revoir. C'est L'aventure intérieure de Joe Dante. Donc qui est l'histoire d'un mec qui peut se rapetisser. À la base, il doit explorer un lapin, et en fait par une mauvaise manipulation, il se retrouve Dennis Quaid se retrouve dans le corps de Martin Short. Oui.
ce qui en plus est un jeu de mots, c'est cool. Et du coup, il y a toute... Enfin, c'est une vraie aventure parce que les réserves d'oxygène de Dennis Quaid sont limitées, et donc il y a tout un suspense sur comment on va pouvoir le sauver et comment il arrive à rentrer en communication avec le corps dans lequel il se trouve. Bon, le sujet, je trouvais génial, qui est une variante, parce que on n'en a pas trop parlé finalement pendant l'émission, mais la thématique du rétrécissement, c'est quelque chose qui a été beaucoup traité au cinéma. Il y a un grand classique du cinéma fantastique qui s'appelle L'homme qui rétrécit, et qui est intéressant juste parce que en termes de mise en scène, filmer des différences de taille, c'est à l'origine du cinéma, c'était un challenge, ou en tout cas c'était un truc avec lequel on pouvait s'amuser, un peu comme quand on fait semblant d'être plus grand que la tour de Pise ou je sais pas quoi, par des effets d'optique, et donc bref, Joe Dante, immense réalisateur, L'aventure intérieure, ça vaut le coup d'être vu. Si vous ne l'avez jamais vu, effectivement, ou si vous l'avez déjà vu et que vous l'avez vu il y a longtemps, c'est un peu comme tous les films tous les films de Joe Dante à part Gremlins, qui sont finalement pas si connus. Enfin, je trouve que c'est pas des films que en tout cas, je pense que les nouvelles générations regardent beaucoup, donc ça vaut le coup de découvrir. Oui, c'est vrai. Anaïs. Alors moi, le film que ça m'a donné envie de revoir, c'est Le Congrès de Harry Folman, qui est, à mon avis, le symbole de ce que Downsizing aurait pu être s'il avait poussé vraiment très très loin le concept. J'avais pas trop aimé Le Congrès la première fois que je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai mis du temps à le digérer parce que il va vraiment très 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 loin avec son concept. Mais au final, c'est un film assez inoubliable, très beau, très lyrique. C'est Robin Wright qui se joue elle-même, donc l'actrice qu'on connaît maintenant dans House of Cards, qui se joue elle-même après son succès de Princess Bride, qui n'a pas vraiment eu de carrière à l'âge adulte et qui est un peu vieillissante et qui sait pas trop quoi faire, et qui décide de se faire scanner, et qui finit par devenir en fait un avatar, parce que il y a une nouvelle technologie qui permet aux gens de créer un avatar qui ressemble à ce qu'ils aimeraient être, et toute la deuxième partie du film est en animation. Donc c'est un peu le même principe que Downsizing, il y a 2 films en un, sauf que là c'est réussi, le changement de ton marche parfaitement, c'est très beau, c'est très mélancolique, et donc voilà, il y a un mélange d'animation et de live action au début, et c'est vraiment c'est vraiment ultra fort et vraiment barré, et ça va très très loin, et j'aurais aimé que Downsizing aille aussi loin. Ah là là, malheureusement pour Alexander Payne, ça n'est pas le cas. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner. Exactement, ça c'est le cas de le dire, c'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi.